Donc on est très heureux de vous retrouver pour notre fameux Démonte ton mythe qui débute nos programmations depuis maintenant plusieurs années. Je vais commencer par me présenter. Moi je m'appelle Julie, je suis vice-directrice de Bistro Brain depuis 4-5 ans, quelque chose comme ça. Le concept de Bistro Brain, est-ce qu'il y en a, c'est leur première fois ce soir à main levée? Oui, Marouane, oui, bien sûr. Quand même, on a quand même plusieurs personnes. Oui, également. Eh bien, bienvenue. J'espère que vous allez apprécier cette soirée autant qu'on aime les organiser depuis autant d'années maintenant à Sherbrooke et au Bocquet-Bière, notre fier partenaire. Donc, le concept de Bistro Brain, c'est un OBNL de vulgarisation scientifique, vous l'aurez compris, je pense, qui a été fondé en 2017. Donc, ça fait déjà 8 ans et dont la mission est de diffuser la science à travers le plaisir, une bière à la main, les questions à la bouche et des présentateurs exceptionnels sur scène. S'il vous plaît, applaudissez-les d'ailleurs quand même. On offre des événements donc à Sherbrooke, mais également dans d'autres villes au Québec. Donc si jamais vous finissez votre bac, votre maîtrise et que vous déménagez, ayez vraiment pas peur. Là, vous allez retrouver au moins des événements Bistro Brain à Montréal, à Québec et peut-être même ailleurs. Donc on est une constante dans votre vie, en tout cas on l'espère. On offre aussi des formations de vulgarisation pour ceux que ça peut intéresser et qui aimeraient devenir aussi bons que nos présentateurs ce soir qui vont venir vous présenter toute cette belle science. Et on espère qu'ils vont vous amener votre attention autant que la nôtre. On accepte les dons à l'entrée si vous souhaitez soutenir notre mission parce qu'on est un OBNL. Donc, on travaille fort pour pouvoir vous offrir des événements de qualité dans des endroits comme celui-ci et partout dans le Québec. Il y a un quiz à la fin des présentations. Alors, soyez attentifs. Il y a quand même des bons prix à gagner. C'est vraiment un bon indicatif pour vous faire revenir. Soyez très attentifs. En plus, vous apprendrez des choses. Donc, qu'y a-t-il à perdre? Le bonheur, la bière, une bonne soirée. C'est exceptionnel. Nos commanditaires pour la soirée, on va les remercier puisque sans eux, on ne pourrait pas organiser tous ces événements. Donc, ce soir, on va dire un grand merci au Remdus, à la Feusse et au Rotary. Une main d'applaudissement pour eux, s'il vous plaît. Merci. On a également notre co-collaborateur de ce soir, le Sareus. Une main d'applaudissement également. Et on entendra un petit mot de Jonathan tout à l'heure. Sans plus tarder, j'ai trop de choses dans les mains. On va accueillir notre premier présentateur, étudiant à la maîtrise en biologie, bachelier en biologie et en économie. Pourquoi une telle dualité? Bioinformaticien en métagénomique, spécialiste de la bière. On est au bon endroit. Depuis 13 ans. Cofondateur de l'entreprise de dégustation Vent du Nord. Bien hâte de déguster toutes ces bières. Aujourd'hui, puis si quelque chose quand même, il est siffleur palatal. Alors chez moi, je ne savais pas du tout ce que c'était. En fait, il peut siffler la bouche ouverte. C'est incroyable quand même. C'est incroyable. Sur ces fun facts, aujourd'hui, Jonathan va nous parler des bières. Et plus particulièrement, il va nous montrer que la couleur des bières parfois nous trompe. Jonathan, la scène est à toi. Bonjour tout le monde. C'est un plaisir d'être ici. Ça fait longtemps que je travaille dans le monde de la bière et je me spécialise dans expliquer la bière, dans vulgariser la bière, autant du point de vue scientifique. Oui, ça me prendrait le petit... il est là, merci. Merci beaucoup. Autant du point de vue scientifique que de la fabrication, que de l'histoire, tout ça, je m'intéresse beaucoup à la bière depuis très longtemps, bientôt 14 ans. Et dans ce parcours-là, j'ai travaillé avec le Vent du Nord depuis tout ce temps-là. J'ai travaillé ici aussi au Bocquet-Bière pendant plusieurs années. J'étais gérant et je m'occupais de la sélection de bière que vous buviez pendant quelques années. Je travaille au King Hall en ce moment aussi. Et dans tout ce parcours-là, j'ai eu la chance d'interagir avec beaucoup de personnes. Puis moi, ce que j'aime, c'est conseiller une bière à quelqu'un. C'est trouver qu'est-ce que la personne va aimer. Puis souvent, la personne, elle ne sait pas vraiment ce qu'elle va aimer. Il y a des gens qui le savent. À main levée ici, là, juste pour me donner une idée, c'est qui les gens qui aiment la bière? Au sens large. Bon, on est à la bonne place, parfait. Il y en a-tu qui se considèrent des amateurs de bière, là, qui essayent toutes sortes de bières à chaque fois qu'ils vont dans une brasserie? Un petit peu moins, quand même moins. Mais on a des amateurs de bière, c'est bien. Moi, j'aime ça, décortiquer la bière, faire comprendre aux gens qu'est-ce que c'est, puis
les aider à choisir une bière qu'ils vont apprécier finalement. Et dans ce parcours-là, d'une presque une quinzaine d'années à faire ça, je me suis rendu compte que les gens ont beaucoup de préconceptions sur la bière. Et la plupart, il y en a beaucoup de ces conceptions-là qui sont basées sur la couleur. Et la couleur, c'est très trompeur dans le monde de la bière. Alors aujourd'hui, je veux décortiquer ça un petit peu avec vous autres, avec 3 mythes que je vous présente. Je commence avec le plus courant, le plus généralisé, puis peut-être le plus justifié, parce que ce n'est pas tant des mythes que je vais vous présenter que des stéréotypes. Et on sait des stéréotypes, c'est toujours fondé à quelque part. Le premier que je vais vous montrer, faut-il que je pointe à quelque part pour que ça change? Là-bas. Comment? Ah, il est éteint le coquin. Ah, OK, c'est parti. Et pareil. OK, on l'a. Le premier mythe, c'est que les lagers sont des bières blondes, légères et pas très goûteuses. C'est des petites bières de soif, tout ça. Y a-t-il des buveurs de lager dans la salle? Levez la main. Des gens qui aiment la lager. Bon. Excellent. On va commencer par décortiquer le mythe, puis après ça, je vous explique d'où est-ce qu'il vient. Donc, on a 2 termes ici. On a lager et blonde. Je pense que quand je dis le mot lager, c'est probablement la couleur qui vous vient en tête. Une bière blonde, probablement une bière commerciale. Mais quand on s'attarde à ces 2 choses-là, on se rend compte que, premièrement, une lager, ça vient juste de la façon qu'on fermente la bière. Ça n'a absolument rien à voir avec la couleur. Une lager, c'est une espèce de levure. C'est une température de fermentation aussi. La fermentation, c'est ce qui convertit les sucres en alcool. Et c'est aussi une façon de conditionner la bière. On va dire de la faire reposer avant de la servir pour qu'elle devienne excellente. Quand on change ces paramètres-là, on peut produire des lagers, mais on peut aussi produire des ales, puis il y a une grande famille aussi de bières qui sont les fermentations mixtes, où on utilise des levures sauvages et des bactéries. Je n'embarquerai pas là-dedans, mais ça existe, vous avez peut-être déjà vu ça. La couleur blonde, ça vient de quelque chose de complètement indépendant de la fermentation, qui est la recette de grains, finalement, qu'on choisit pour faire notre bière. La recette de grains peut être faite avec des maltes pâles, des maltes qui ont été rôtis, des maltes qui ont été caramélisés et même qui ont été torréfiés. Et c'est vraiment ça, à quelques exceptions près, qui détermine la couleur de la bière. C'est sûr, si tu mets des Camerise dans ta bière, elle va peut-être être rouge, mais règle générale, ce qui s'occupe de la couleur de la bière, c'est ça. Ce qui fait en sorte que de dire que les lagers, en fait, pourquoi est-ce qu'on pense que les lagers sont généralement des bières blondes et légères? Pourquoi est-ce qu'on associe autant ce terme-là ensemble? Les coupables principaux, oui, c'est eux autres. Le marché de la bière, là, mondialement, c'est un chiffre dans les alentours de 800 milliards de dollars par année, juste pour vous donner une idée de l'ampleur de ce marché-là. Et la grosse majorité de ça, ce sont effectivement des lagers qui sont blondes. Et tout ce que vous voyez là, c'est des marques de lagers blondes. Il y a des compagnies qui font d'autres choses, mais je vous dirais, je pourrais piger peut-être 2-3 logos là-dedans, puis couvrir à peu près 50-60% du marché avec des lagers blondes. Fait que c'est justifié de penser que les lagers sont des bières blondes. Ça vient de quelque part, mais je vous annonce qu'il existe des lagers brunes, il existe des lagers rousses, il existe des lagers noirs, et c'est vraiment délicieux. Je suis triste qu'il n'y en ait pas en ce moment au Bock et Bière, mais il en fait. Des fois, il fait des très bonnes lagers ambrées. Sûrement qu'il va en avoir une pour l'Oktoberfest. Je vous mets ici 2 drapeaux, 2 pays, en fait, qui sont à l'origine pas mal de la culture des lagers, du principe de faire des bières à fermentation de basse température et les styles, les mots que vous pourriez voir apparaître sur différentes bières. Des mots, des fois, qui ont des accents circonflexes sur un C, ça nous vient de la langue tchèque, mais ce sont des styles de bière ou des termes que vous pouvez retrouver qui vont vous indiquer que la bière a une couleur particulière et ce sont toutes des lagers et ce sont toutes des bières extrêmement goûteuses. Ce qui rend les lagers particulières parfois, c'est qu'ils sont vraiment très faciles à boire et très légères, même quand elles sont noires. Donc, des fois, on a peur de la couleur, mais il faut passer au-delà de ça. Et avec une lager, ça peut faire une bière vraiment de soif, mais qui a une couleur plus foncée. Et on n'est pas habitué à ça et ça nous fait peur et on ne les essaye pas à cause de ça. Parlant de couleur plus foncée, mythe numéro 2, une rousse, c'est sucré. Et quand je conseille une bière à quelqu'un vient me voir, puis là, j'y propose une rousse, il dit... Une phrase que j'ai vraiment entendue souvent, c'est, où j'ai fait goûter, par exemple. Souvent, on fait goûter quand on est intéressé, on ne sait pas trop. On y goûte. Puis là, juste avant de se le mettre dans la bouche, ils me disent « ça sent sucré ». Puis moi, ça me fatigue, cette phrase-là, parce que le sucre, ça n'a pas d'odeur. Le sucré, en particulier, on n'a pas de récepteur pour le sucre dans le nez. Il n'y en a pas. Qu'est-ce que ça sent? Bien, ça sent le caramel, ça sent le sucre d'orge, ça sent le miel, ça sent peut-être le toffee, là, le caramel un peu brûlé. Puis effectivement, notre cerveau associe ça à des odeurs sucrées. Mais rappelez-vous que la couleur de la bière nous vient de toutes ces maltes-là qui ont été utilisées. Et encore une fois, ces odeurs-là nous viennent de la sélection de céréales qu'on a faite. Le processus de transformation de la céréale
crée ces odeurs-là dans les maltes qu'on utilise pour brasser et crée ces odeurs-là. Puis c'est vrai qu'au Québec, la rousse, c'est souvent une bière qui est relativement sucrée. Je ne sais pas s'il y a des personnes de 40 ans et plus ici, mais je vais dire la rousse est douce. Hein, vous avez déjà entendu ça. Et une rousse est souvent associée à... Puis c'est vrai que la recette, la boréale rousse, qui est comme notre icône de rousse, c'est une bière assez sucrée. Mais le sucre, le vrai goût de sucre dans la bière, le sucré de la bière ne vient pas du choix de malt. Il vient du processus d'empâtage, du processus de brassage. Et c'est dans ce processus-là qu'on va influencer le sucre résiduel qui va rester dans la bière. En gros, quand on fait cette étape-là qui s'appelle l'empâtage, qui est essentiellement le mélange de la céréale avec de l'eau chaude dans le but de convertir l'amidon qu'il y a dans les céréales en sucre que la levure va pouvoir consommer pour produire de l'alcool. Je viens de faire un cours de brassage en 10 secondes. Et bien, dépendant de la température d'empâtage, on va créer des sucres qui fermentent plus ou moins bien. Et si on crée plus de sucres qui fermentent moins bien, bien, ils vont rester dans la bière et créer une bière sucrée. Ce qui fait que je peux faire une bière pâle, sucrée, et je peux faire une bière foncée, très sèche. Mais souvent, nous, au Québec, en particulier en Amérique du Nord, mais surtout au Québec, on a été habitués à des brunes qui sont sucrées, à des rousses qui sont sucrées, parce que ça donne que c'est ces recettes-là qui ont influencé nos brasseries. Encore une fois, je peux vous suggérer plein de styles de bière moins connus qui tomberaient souvent dans la catégorie des rousses, que des fois, la brasserie va s'inspirer de cette recette-là, puis n'écrira même pas bitter ou amber ale, elle va écrire rousse américaine ou rousse anglaise, juste pour attirer les gens qui ne sauront pas trop qu'est-ce que ça veut dire, ces termes-là. Donc, il existe toutes sortes de familles de bières qui sont rouges comme une boréale rousse, mais qui ont toutes sortes de saveurs. En particulier, la rouge de Flandre, qui est très particulière, qui est une bière qui tire beaucoup plus sur l'acidité. C'est une rousse qui est acide et même un peu sucrée, mais absolument pas, vraiment, vraiment très, très, très différent de ce que vous connaissez, par exemple, dans une boréale rousse. Le dernier mythe qui a toujours à voir avec la couleur, et là, vous remarquez qu'on s'en va de plus en plus foncé, et ça, je l'ai entendu vraiment souvent. « Ah, moi, j'aime pas ça, les noirs, c'est fort. C'est fort, une noire. » Avez-vous déjà pensé ça? Ça vous dit quelque chose? Y a-t-il des buveurs de noir dans la salle? Je veux savoir c'est qui aime la bière noire. Ah, quand même, OK, un petit peu plus que... J'aime ça. Avant, c'était genre 10 %, là, c'est rendu plus 15-20 les buveurs de noir. Je suis super content. Une noire, c'est fort. Pourquoi est-ce qu'on pense ça? On va se pencher sur... Oups, mon animation est à l'envers. Bon, mais je vais sortir mon animation au complet. Donc, je vous disais tantôt, quand on traite le malt, on peut créer toutes sortes de paliers de cuisson qui passent par la caramélisation, mais on peut se rendre à une étape qui s'appelle la pyrolyse, ou la torréfaction, en bon terme. La torréfaction, c'est ce qu'on fait avec le café aussi. La pyrolyse, c'est la réaction qui se produit chimiquement dans le malt et qui crée ces arômes-là, ce qui fait qu'on dit souvent que la bière noire sent le café. C'est cette réaction chimique-là qui fait ça. Dans ce processus-là, il y a aussi des molécules un petit peu amères qui vont se créer. Puis ce qui est vraiment intéressant, c'est que quand on dit qu'une bière est forte, moi, quand j'entends quelqu'un me dire « une noire, c'est fort », je leur dis « ça fait-tu qu'une Guinness, c'est 4 % d'alcool? » Puis là, ils font comme « ah ouais, OK. » C'est vraiment léger, une Guinness. C'est très, 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 très léger. Mais ce petit malt torréfié-là, il y a un petit goût des fois qui vient avec, mais pas toujours. Puis c'est ça que je veux vous retenir, qui est un peu amer, un petit peu astringent, qui laisse un petit arrière-goût à la bière qui est assez... que pas tout le monde aime, finalement. Moi, j'appelle ça des fois de l'âcreté, quelque chose qui... Puis c'est vrai qu'on retrouve ça dans certaines noires. Une autre chose qui s'est passée puis qui a contribué à cette perception-là que les noirs sont des bières fortes puis des bières un peu trop intenses, c'est qu'au Québec, quand les bières de microbrasserie sont devenues bien populaires, 2010, là, dans cette époque-là, que tout d'un coup, tout le monde ouvrait une microbrasserie, une des affaires sautées que tu avais au menu, de temps en temps, une fois par année, c'était un stout impérial. Puis là, c'était une grosse bière. Il y en a une en ce moment. Je pense qu'elle a du chocolat dedans puis d'autres affaires, c'est pas grave. Mais c'était des bières vraiment fortes en alcool. On appelle ça c'est des bières typiquement entre 8 et 12 % avec une amertume très élevée. Beaucoup de sucre aussi, mais c'était vraiment intense. Puis ça reste en bouche. Puis 5 minutes après ta gorgée, on dirait que tu goûtes encore. Eh bien, ça, c'est la première impression que beaucoup de gens ont eu des bières noires. Et là, je vais faire un petit retour sur ce que j'ai dit tantôt sur les lagers. Il existe des lagers noirs et ces bières-là, typiquement, ne sont absolument pas amères, ne sont pas sucrées non plus, n'ont pratiquement pas d'arrière-goût parce que le processus de torréfaction est fait un petit peu différemment pour pas qu'il y ait cette amertume-là. Et ça fait en sorte que ce sont ce que moi j'aime bien appeler des noirs de plage. C'est vraiment une noire là, que tu bois. Les Schwarzbier allemandes, les polos, les Tmavy tchèques,
Tu bois ça, là, puis c'est rafraîchissant. Mais c'est noir, puis ça sent un peu les toasts. C'est des styles qui ne sont pas très connus. C'est des styles qui ont des noms dans une langue qu'on ne connaît pas. Et ça fait en sorte que souvent, on n'est pas porté à... On voit noir, on voit bière noire, parce que c'est ça qu'il faut écrire sur le tableau pour que les gens comprennent c'est quoi. Et on se dit, je ne goûterai pas à ça parce que j'aime pas les bières noires. Mais moi, je vous dis, prenez le temps d'y goûter, vous pourriez être vraiment surpris. Ne vous laissez pas berner par la couleur des bières. J'aurais aimé ça pouvoir vous faire une présentation vraiment plus longue. Mais souvenez-vous que les lagers, ça veut vraiment juste dire une méthode de fermentation. Les maltes contribuent la couleur et les arômes à la bière. Le sucre résiduel nous vient juste de la méthode d'empâtage. Ça n'a rien à voir avec la couleur. Noir n'égale pas fort. Et surtout, là, ça, je l'ai déjà dit, une lager foncée aux arômes de caramel, ni amer, ni sucré, c'est très possible. Je vous en laisse un dernier là. Je n'ai pas le temps de vous présenter, évidemment, mais je le savais. Je vous invite à me poser des questions là-dessus par après ou à venir me voir. Si vous avez des idées pourquoi est-ce qu'on pense qu'une bière blanche, c'est fruité. Sur ce, je vous remercie et j'ai hâte d'entendre vos questions. Merci beaucoup, Jonathan, pour cette belle présentation. On va passer à la période de questions. Est-ce qu'on aurait des questions dans la salle? Vous avez un micro près du comptoir derrière. Sinon, vous pouvez lever la main et parler fort. Ça fonctionne aussi. Par contre, si c'est le cas, il faudra répéter la question pour que nos auditeurs en ligne plus tard entendent la question. Oui, je peux faire ça. Je vois quelqu'un là. Oui. Fait que la question, c'est j'ai parlé de lager comme des méthodes de fermentation. Si ce n'est pas de lager, c'est quoi? Je les ai bassés très, très rapidement, mais c'est un sujet super intéressant. L'autre grande famille, ce sont les ale. C'est une façon de classer les bières qui est assez nord-américaine, mais règle générale, on classe les bières est-ce qu'elles utilisent une levure qui fermente à basse température, qui est une lager, ou à haute température, ce que nous, ici, on appelle une ale. Dis pas à un Allemand que sa blanche est une ale, il va te dire non, les ale, c'est des Anglais qui en font. C'est pas, mais règle générale, c'est ça qu'on utilise. Et oui, ça peut être absolument n'importe quelle couleur. Encore une fois, c'est vraiment... Puis une expérience que je propose souvent aux gens intellectuels, mais que vous pouvez faire aussi, c'est de dire, OK, je brasse une bière à la maison. Y a-t-il des brasseurs à la maison dans la salle, juste à main levée? Y en a-t-il qui ont déjà brassé de la bière? Oui, OK, quelques-uns, j'aime ça. C'est plus facile qu'on pense. Si vous brassez de la bière à la maison, vous pourriez faire le test. Vous brassez une recette de bière ambrée, peu importe, et vous la séparez en deux. Vous faites une fermentation ale, une fermentation lager, et je vous garantis, peu importe la couleur, peu importe le taux d'alcool, la lager, elle va descendre comme un verre d'eau. Par rapport, elle va être beaucoup plus... Un terme qui est apparu dans le sous-sol du Boc et Bière ici en passant il y a une dizaine d'années et qui est maintenant adopté à la grandeur de la francophonie, elle va être peintable, beaucoup plus peintable. J'ai assisté à la naissance de ce terme-là et je l'adore. Fait que oui, la lager va devenir beaucoup plus peintable. As-tu d'autres questions? J'aime les questions. Donnez-moi, j'ai-tu une main levée là-bas? Je pense que oui. Veux-tu t'approcher un peu? Il y a un micro là, peut-être? Est-ce que je fais ta job? Moi, j'aime ça parce que Jonathan fait ma job. C'est magnifique. C'est magnifique. Indique les micros, tout ça. Parfait. Donc, les paramètres en fait qu'on utilise, c'est dans le fond pour en fait il y a la macération. Comment tu as dit l'empâtage? Oui. L'empâtage, c'est ça. Ouais. Ça veut dire en anglais malt, c'est ça? Fait que l'empâtage c'est le processus de mélanger nos maltes avec de l'eau chaude, oui. OK. Puis ensuite il y a la torréfaction. Oui, puis en fait ça vient avant ça. Ah oui. OK. Mais la torréfaction, l'empâtage, puis c'est quoi? Je vais me lancer à un moment donné dans la bière, là, mais j'ai pas... La fermentation. La fermentation, oui. Donc, moi, je sais, les lagers, c'est comme en général plus long, avec des levures basse température et tout, mais il y a des mixtes qui... que tu peux utiliser une levure de ale pour le lager ou le contraire. J'ai oublié le nom des bières, là, qui en résultent. Mais la question, en fait, c'est si on a ces paramètres-là, dans le fond... disons par exemple, est-ce que les autres pourraient contrôler, est-ce qu'il y a une influence croisée qui pourrait se passer? Je ne sais pas si la question est claire. Veux-tu dire sur la perception des saveurs, par exemple? Ouais. Est-ce qu'il y a une interaction entre le type de fermentation et la recette de grains que j'utilise puis la façon que je les emporte? Est-ce que c'est ça que tu veux dire? Oui.
Le processus de lagering est particulier. En fait, je dis, en lien avec ta question aussi, faire une lager, c'est fermenter une bière à basse température avec une espèce de levure un peu différente qui, elle, aime beaucoup ces températures-là. Et la fabrication, le mot lager nous vient de l'allemand lagern, qui veut dire entreposé. Et les lagers ont la particularité, normalement, d'être entreposés, d'être conditionnés pendant au moins un mois avant d'être servis, ce qui n'est pas le cas des ales. Et quand on fait ça, ça contribue un peu justement à la peintabilité de la bière, parce que la bière va se filtrer naturellement. Fait qu'une bière comme une bière noire, puis j'espère que j'ai compris le sens de ta question, mais une bière comme une bière noire qui a peut-être plus d'astringence ou d'une petite lourdeur qui nous vient du malt ou des saveurs qu'on aime moins, va devenir plus accessible, toutes choses égales. Je suis un économiste, j'aime beaucoup cette phrase, toutes choses égales, va devenir plus accessible au palais de manière générale que si on n'avait pas fait ça. Est-ce que ça répond un peu à ta question? Oui, merci. Merci. J'ai pris une noire aujourd'hui, mais moi, j'aime bien les lagers en général. C'est yes, sir. Team Lager. On a le temps pour une dernière question rapide, s'il y en a une. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se décide? Oui, devant. Oui, Sam. Du malt. Y a-t-il une façon d'enlever cette couleur-là? La couleur vient du malt. Y a-t-il une façon... Oui. Est-ce qu'on peut filtrer une bière pour enlever sa couleur? C'est ça ta question essentiellement. Écoute, j'ai jamais vu ça dans le monde de la bière, mais j'ai vu ça dans d'autres mondes comme la tequila. Les tequilas cristal, qui sont des tequilas vieillis, donc qui prennent une couleur foncée puis qui sont filtrés au charbon pour redevenir parfaitement blanches. Fait qu'elles ont les arômes d'une tequila vieillie qui sont un peu plus boisées, caramélisées, mais tu t'attends pas pantoute à ça parce qu'elle est claire comme une tequila jeune. Est-ce qu'on peut faire ça dans la bière? Probablement, je ne l'ai jamais vu. Une chose que j'ai vue qui est similaire, par exemple, ils appellent ça des white stout. Puis ça, si vous voulez surprendre quelqu'un à l'aveugle, vous lui servez une white stout. Un white stout, en gros, c'est une bière blonde, une ale blonde, bien simple, dans laquelle il y a eu une infusion très rapide à froid de café. Pas assez longtemps pour changer la couleur de la bière, mais assez pour que l'arôme de la bière change complètement et devienne vraiment l'arôme d'un stout. Fait que si tu fermes les yeux puis tu sens ça, tu dis « Ah, ça, c'est clairement une bière noire. » C'est un détour pour se rendre là, mais ça se ferait, pourquoi pas? Je serais curieux de voir ça. Ouais. Merci. Un grand merci, Jonathan. Une main d'applaudissement, s'il vous plaît, pour Jonathan et sa présentation sur les bières. On va tout de suite accueillir notre deuxième présentatrice, Margot Desartines, qui est étudiante au doctorat en biologie à l'université de Sherbrooke, une Lyonnaise, donc de Lyon en France, égarée au Québec, couturière à ses heures perdues, mais surtout le dernier fun fact, je pense que c'est pas mal mon préféré, elle a appris le tir à l'arc en prévision d'une apocalypse zombie. On espère qu'elle est bien préparée. Et elle va pas nous parler de zombies aujourd'hui. Enfin, sous certains aspects, peut-être que ça peut l'être, mais elle va tout de suite monter sur scène pour sa présentation dans les entrailles du savoir, secrets, bactéries et idées reçues. Margot, c'est à toi. Bonsoir tout le monde, merci de me permettre de présenter aujourd'hui. Et donc, comme elle vous l'a dit, on va dans les entrailles du savoir ce soir, et particulièrement dans les entrailles de Sylvie. Bonjour Sylvie. On remercie Sylvie ce soir de nous prêter son corps à la science, parce que sans elle, j'aurais pas pu faire de présentation. Donc on va aller tout de suite dans le vif du sujet. C'est allumé. Pardon, voilà. Donc, première question pour vous, importante. Est-ce que vous pensez que notre microbiote intestinal a un impact sur notre santé? Question facile, oui, en effet. Mais avant d'aller un peu plus dans le sujet, je vais vous faire une petite définition très rapide du microbiote intestinal. Donc, le microbiote intestinal, qu'est-ce que c'est? C'est tous les micro-organismes, bactéries, virus, champignons, qui sont présents dans notre système digestif. Et donc, moi, comme je suis une grande fan de bactéries, je vais particulièrement vous parler de ça ce soir. Donc, microbiote intestinal, un sujet à la mode, surtout depuis ces dernières décennies, et tellement à la mode qu'il y a même des scientifiques qui ont, on va dire, un peu débunké certains mythes, réfuté certaines idées erronées qu'il y avait avant les années 2000, ou même jusqu'en 2016. Avant,
on pensait qu'il y avait 10 fois, voire 100 fois plus de bactéries sur et dans notre corps que de cellules humaines. Donc moi, c'est ce qu'on m'a appris en 2013 quand j'étais étudiante au bac en France. Et donc j'étais trop contente, j'ai raconté ça à mon neveu, ma nièce, ils me regardaient avec des yeux un peu apeurés. Et finalement, en 2016, il y a une étude qui a montré que non, il y a à peu près autant de bactéries que de cellules humaines dans et sur notre corps, tant mieux. Je suis désolée pour mon neveu et ma nièce que j'ai traumatisé, et je suis heureuse de vous apprendre que non, on n'est pas des bactéries sur pattes. Donc oui, voilà, le microbiote, sujet à la mode, surtout ces derniers temps, et beaucoup d'études qui ont été faites en association du microbiote intestinal avec différentes pathologies humaines, comme par exemple des maladies cardiovasculaires, l'AVC, pour donner un exemple, des maladies métaboliques comme le diabète, ou même des maladies neurodégénératives comme la Parkinson. Et encore plus récemment, il y a même un petit coup de projecteur sur le microbiote de l'appendice. À main levée ici, qui c'est qui n'a plus son appendice ? Ok, on n'est pas beaucoup quand même. Je suis désolée de vous annoncer que l'appendice a potentiellement un rôle dans la santé, donc bon, on va essayer de vivre sans. Donc, alors, l'appendice était considéré, c'était décrit par Charles Darwin, qui ne dit pas que des choses très intelligentes, comme un organe vestigial, donc ça veut dire qu'il n'y avait pas vraiment d'intérêt. Et finalement, il y a des études sur l'évolution qui ont montré que ce serait associé finalement à une longévité chez certains mammifères. Donc finalement, peut-être pas si inutile que ça. Une appendicectomie, donc quand on enlève l'appendice, serait aussi associée à une augmentation de certains cancers, comme le cancer colorectal. Et même, on aurait vu qu'il y aurait comme une structure avec des globules blancs, donc du tissu de l'immunité, donc qui serait impliqué, pourquoi pas, dans la réponse immunitaire. Et donc tout ça, en plus de ça, ils se sont même rendus compte, des scientifiques, qu'il y avait un microbiote dans l'appendice et qui serait bien différent du microbiote intestinal. Et ils ont émis l'hypothèse un peu que ce serait un réservoir potentiel pour les bonnes bactéries, pour réimplanter en fait dans l'intestin lorsque, par exemple, il y a une diarrhée ou que vous utilisez trop d'antibiotiques et il y a une dysbiose. Et donc là, ce serait comme c'est une hypothèse que les scientifiques amènent pour l'instant qui mérite d'être étudiée. Bon, j'ai parlé un petit peu du microbiote intestinal et de son rôle dans les pathologies humaines. Et moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est son rôle dans les infections alimentaires. Et quand je parle d'infections alimentaires, j'ai parlé de bactéries, donc des bactéries qui sont présentes à l'extérieur de notre système digestif et qu'on va ingérer, qui vont induire une infection dans notre intestin, avec des symptômes comme diarrhée, maux de ventre, vomissements, etc. Super cool. Et donc, pour étudier ça, Sylvie, qui a prêté notre corps et qui maintenant a des cheveux, c'est un petit peu mieux, a accepté de faire un petit test avec nous. Donc, elle nous a laissé embarquer tous dans le bus magique, rétrécir et aller explorer son intestin. Donc voilà, tout est beau, tout est rose, on est bien arrivé. Et puis là, on lui a demandé un petit truc qui n'est pas très éthique, je l'avoue, mais bon, elle a accepté. Donc on lui a demandé de manger un muffin qui aurait traîné sur le comptoir depuis environ 6 mois. Donc elle l'a mangé. Et puis là, elle commence à se sentir pas très bien, maux de ventre, diarrhée, elle comprend pas trop pourquoi en fait. Comment, Sylvie, t'as mangé un muffin? Donc, moi je sais pourquoi elle va pas très bien. C'est que sur ce muffin-là, il y avait des bactéries pathogènes qui induisent donc des infections intestinales et qui ont décidé, qui ont embarqué dans l'intestin et puis ils ont essayé de créer une infection. Et là, comme je vous l'ai dit, hop, dans le ventre de Sylvie, il y a quand même un microbiote intestinal, donc il va y avoir une petite guerre, quoi. Et donc le microbiote intestinal, il est connu dans la littérature, par exemple, pour avoir certains petits rôles pour essayer de défendre contre des infections causées par des pathogènes alimentaires. Une chose qu'il peut faire, c'est manger tous les nutriments qui sont un peu à disposition dans l'intestin et qui seraient nécessaires pour les bactéries pathogènes pour pousser. Donc du coup, elles ne peuvent plus pousser. Il y en a certaines qui sont capables de produire de l'acide pour diminuer le pH, et ça, certaines bactéries pathogènes n'aiment pas trop ça. Et il y en a même qui sont capables de sécréter des toxines pour tuer directement les bactéries pathogènes. Donc finalement, l'intestin, le ventre de Sylvie, c'est un peu comme un champ de bataille. D'un côté, vous avez les bactéries pathogènes qui essayent de se frayer un chemin, créer une infection. Puis de l'autre côté, vous avez le microbiote intestinal en vert qui essaye de se défendre tant bien que mal, de riposter, etc.
Et moi, là-dedans, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est cette petite arc miniature-là. Donc cet arc-là, c'est une arme de guerre que certaines bactéries possèdent. Majoritairement, c'est des bactéries pathogènes qui la possèdent. Et puis, elles ont des petites toxines au niveau des flèches. Et ça leur permet directement de tuer les bactéries du microbiote et les bactéries qu'on va appeler bactéries cibles. Et donc, cet arc miniature, il y a beaucoup de bactéries qui l'ont. Et il y en a une que vous connaissez probablement, c'est Salmonella. Vous la connaissez parce qu'il y a souvent des rappels à la salmonelle. Donc, par exemple, dernièrement, 19 août, il y a eu un rappel avec des produits alimentaires contenant des pistaches qui étaient contaminés à la salmonelle. Puis avant ça, il y avait les cantaloupes, même aussi le poulet, etc. Donc, c'est connu dans la littérature que la salmonelle, elle aime bien utiliser son arc pour tuer les bactéries du microbiote et induire une infection. Mais, parce qu'il y a un mais, la salmonelle, c'est un peu une bactérie un petit peu fancy. Elle a besoin de petits macarons, de la bonne nourriture pour assembler et utiliser son arc dans un laboratoire. Donc nous, on n'a pas ces macarons-là dans le laboratoire. Du coup, on n'arrive pas à lui faire assembler. Par contre, on a une bactérie géniale qui, elle, a le même type d'arc, qui en fait un super beau modèle pour étudier les infections alimentaires. Et cette bactérie-là, c'est un super archer. Elle s'appelle Chronobacter. Autrement dit, Chronos. Chronos, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais ça vient de la mythologie grecque. Alors pourquoi elle porte ce nom-là? C'est que Chronos, qui est le dieu du temps... Oh non, je suis allée trop vite. Dommage. C'est que Chronos, c'est le dieu du temps, et il a lu une prophétie qui disait qu'un de ses enfants, en grandissant, allait le tuer et prendre sa place. Et donc lui, ni une ni deux, qu'est-ce qu'il décide de faire? Bon, vous le savez, de manger tous ses nouveau-nés. Super, le papa. Mais bon, bien entendu, il y a un de ses enfants qui n'est d'autre que Zeus, qui survit à ça et qui revient plus tard, le tue et prend sa place sur le trône, comme quoi, par définition, une prophétie, ça se réalise. Donc, Chrono, elle s'appelle comme ça tout simplement parce qu'elle est présente dans le lait en poudre pour nourrissons. Le lait en poudre aussi qu'on donne particulièrement aux prématurés qui sont encore plus sensibles à l'infection par Chrono. Bon, Chrono, c'est pas trop une bactérie que tu retrouves chez Sylvie, mais du coup, c'est un super modèle pour étudier l'arc qui, lui, est présent chez de nombreuses bactéries pathogènes intestinales. Donc, pour vous faire un petit schéma de ce que c'est un arc miniature d'un point de vue avec un microscope là, dans notre laboratoire, vous avez la peau ou la membrane de Chrono, juste ici, et la flèche qui s'étend dans son cytoplasme, ou autrement dit dans son ventre. Et quand Chronos lâche la corde, la flèche part et va planter directement la bactérie cible. Donc moi, ce qui m'intéresse particulièrement dans mon laboratoire, c'est d'étudier un petit peu comment les bactéries cibles elles sont capables d'échapper un peu aux flèches qui sont lancées contre elles. Et donc pour ça, j'étudie pas l'intestin parce que j'aime pas trop ça. Moi, je travaille avec des souris, c'est pas trop mon truc. Par contre, il y a un truc que j'aime vraiment bien, c'est les boîtes de pétri. Les boîtes de pétri, c'est des petites boîtes où vous mettez plein de nutriments dedans. Et puis moi, je mets du coup ma petite proie avec ma Chrono et son arc, et puis je les laisse se battre entre elles et regarder comment ma petite proie est capable de survivre à ça. Et donc j'appelle ça des tests de compétition. Donc ça, c'est une petite photo de moi en plein de tests de compétition. J'adore mettre mes petites bactéries en compétition. Par contre, je suis très pacifiste dans la vie, vous inquiétez pas. Donc ce que j'ai pu découvrir avec ces petits tests-là, c'est que les petites bactéries proies du microbiote, elles ont plein de petits poils autour d'elles. Et ces petits poils-là, c'est un peu comme du velcro. Et quand on regarde d'un peu plus loin avec un microscope, on se rend compte qu'elles peuvent se coller les unes aux autres, comme des petits agrégats, qui sont même des fois visibles à l'œil nu. Et ça, c'est ce que j'appelle la tortue romaine. C'est une technique de défense géniale. Et du coup, Chrono, quand elle lance ses flèches, ça ne marche pas, ça ne les tue pas, parce que celles qui sont à l'intérieur sont protégées. Du coup, Chronos, elle n'est pas très contente. Mais ça, c'est une hypothèse de défense qui a été trouvée dans un laboratoire, donc il faudrait encore le vérifier dans un intestin, etc. Donc pour l'instant, c'est quand même à l'étape d'hypothèse. Donc je vous repose la question, est-ce que le microbiote intestinal est important dans les infections alimentaires? Oui, très bien. Donc on remercie Sylvie ce soir pour avoir donné son corps à la science et on emprunte le chemin de la sortie. Et j'espère que vous avez aimé le voyage. Si vous avez des questions.
Merci beaucoup, Margot, pour ta présentation. C'est l'heure des questions. Même principe que tout à l'heure. Levez la main, allez au micro et n'hésitez pas. Je vois quelqu'un qui se déplace. Allons-y. Oui, et cet arc et cette flèche m'intrigue. Je regardais justement sur Internet. C'est quoi? C'est une protéine en réalité? C'est quoi exactement qui sort de la bactérie? Tu parles de l'arc? Ouais. C'est un système composé d'une quinzaine de protéines différentes qui s'assemblent au niveau de la membrane. Ok. Et en fait, si tu veux, il y a un peu la pointe de la flèche qui, elle, est couplée à des toxines. Ok. Et donc, c'est en perçant ça va relâcher les toxines dans la cellule cible. Et c'est ces toxines-là qui vont les dégrader comme la membrane de la cellule ou d'autres choses importantes, l'ADN, etc. C'est-tu genre le système... je pense qu'il y a comme 3 ou 4 générations de systèmes de transfert de trucs. J'ai oublié le nom exact, genre AT3R ou quelque chose comme ça. Est-ce que ça a rapport avec ça ou c'est autre chose? Non, je pense pas. Les bactéries, elles possèdent beaucoup de systèmes de sécrétion, parce qu'on appelle ça un système de sécrétion. De sécrétion aussi. Il y en a à peu près il y a 6 grandes classes, mais il y en a plus que ça, il y en a à peu près 11, il me semble, au total. Et donc ça fait partie. Mais il y en a d'autres qui transfèrent de l'ADN, il y en a d'autres qui transfèrent aussi d'autres toxines, etc. Merci. Je t'en prie. D'autres questions dans l'auditoire? N'hésitez pas à lever la main. Sinon, moi, j'en ai une. Est-ce que cet arc, il peut vraiment tuer toutes les bactéries ou il y en a qui sont résistantes, qui sont connues pour être vraiment résistantes? Bah oui, hein, c'est pas un bazooka, le truc. Alors, oui, il y en a qui sont connues pour être résistantes. En général, par exemple, on va dire qu'il y a 2 classes de bactéries. On va dire ça rapidement. Il y a les monodermes et les didermes. En d'autres mots, il y a des grammes négatives et grammes positives. Les grammes positives, ça les tue pas. Parce qu'elles ont un peptidoglycane qui est vraiment trop épais. Et elles sont responsables de quel genre de maladie? Est-ce qu'il y en a qui sont connus, mettons, par le grand public? Par exemple, tu as Staphylococcus aureus. Des fois, c'est une maladie de la peau, ça peut être maladie des yeux aussi, conjonctivite, trucs comme ça. Ouais. Ouais, je pense que ça rend malade un peu partout. Bon, ouais. Staph, on connaît normalement, pas mal. Ouais, j'ai une question. Oui. Est-ce que tu peux parler un peu plus fort? Ok, la question c'est, est-ce que la torture romaine, c'est quelque chose que les bactéries font dans l'intestin ou c'est quelque chose qu'elles font généralement? Ok, c'est ça. Du coup, c'est un mécanisme qui est observé dans plein de bactéries différentes, qu'elles soient pathogènes ou pas du tout, d'ailleurs. Est-ce que c'est observé dans l'intestin? Moi, actuellement, je travaille en laboratoire, donc non, ce n'est pas quelque chose que j'ai observé dans l'intestin. Par contre, c'est possible que ce soit déjà observé, ce genre de structure-là. En majorité, c'est la première étape de la formation de biofilms. Donc, une des premières étapes de la formation de biofilms. Donc, in fine, ça donne une structure qui, elle, peut être retrouvée, oui, dans l'intestin ou dans d'autres ailleurs. Donc, c'est quand même assez ubiquitaire comme structure. On a le temps pour encore une question. Je vois une main levée, je pense, au fond. Ouais. Ça fait longtemps que je n'avais pas lu là-dessus. Alors, il y a des études qui Est-ce que montrent... tu peux répéter Oh oui, la pardon. question, Est-ce que l'arc peut traverser un biofilm? Alors, il y a quelques études qui montrent des choses différentes. Il y en a, par exemple, qui montrent que quand le biofilm est déjà fait, ça ne marche pas. Et il y avait d'autres études aussi qui montraient que dans un biofilm polymicrobien, c'est-à-dire avec plusieurs microbes à l'intérieur qui participent à la formation de ce biofilm-là, des fois l'arc est activé pour certaines bactéries et ça fonctionne. Mais là encore, même les études sont un peu mitigées, on va dire. Il y en a qui tendent vers une idée, puis d'autres tendent vers l'autre. Moi, je vais assouvir ma curiosité. Une autre question. Est-ce que l'arc, ça peut être quelque chose, qui peut être réutilisé comme pour traiter des maladies, mettons, intestinales ou autres, en fait? Oui, carrément. On aimerait bien essayer de faire ça. Mais ça peut. C'est en recherche.
Pour l'instant, il ne me semble pas que ça soit utilisé en clinique. Mais d'ailleurs, dans ton labo. On aimerait bien faire une collaboration avec ton labo pour faire ça. Ce serait une idée future, oui, effectivement, de copier le code génétique qui permet de créer ces arcs-là, de les modifier, de les améliorer, de les donner à des bactéries comme des bactéries qui vont être comme des bactéries qui sont utilisées pour certains prébiotiques comme probiotiques, comme E. coli, Nicelle, par exemple. Et du coup, traiter des maladies intestinales, inflammatoires, des choses comme ça. Super, merci beaucoup Margot Merci. pour cette belle présentation. Comme on est déjà rendu à la moitié de la soirée, un petit « oh ». Merci. Quel bon public, c'est exceptionnel. Du coup, on va partir tout de suite en pause. C'est 10 minutes pour 10 minutes. Donc, on se retrouve à très exactement 6h01. Profitez-en pour aller vous rafraîchir en bière, poser des questions évidemment à nos présentateurs et on se retrouve tout à l'heure. On va tout de suite reprendre la deuxième partie de notre soirée. J'espère que vous avez tous eu le temps de vous rafraîchir, de vous restaurer, de discuter un peu de bière, de bactéries. Il y a quand même potentiellement des liens indirects entre ces deux sujets. Pour commencer notre deuxième partie, on va accueillir Jonathan Savard, qui est membre du SAREUS et qui va nous dire 2 mots, puisqu'il est co-commanditaire, le SAREUS est co-commanditaire de notre soirée ce soir. Jonathan, je t'en prie, bienvenue sur scène, tu peux prendre le micro de droite. Une main d'applaudissement, s'il vous plaît, pour Jonathan. Merci. Donc, bonjour tout le monde. Donc, mon nom est Jonathan Savard. Je suis président du SAREUS, le syndicat des auxiliaires de recherche et d'enseignement ici à Sherbrooke. Est-ce qu'on a des auxiliaires de recherche dans la salle? Oui? Woo! Donc, ça veut dire que vous êtes membre du SAREUS, puis c'est pour ça justement qu'on est commanditaire de Bistro Brain depuis assez longtemps, parce que les membres du SAREUS contribuent à l'enseignement, à la recherche, au service à la communauté, qui sont les missions de l'Université de Sherbrooke. Puis Bistro Brain enseigne la recherche à la communauté, donc c'était vraiment un partenariat parfait. Puis on a toujours beaucoup de membres dans les événements, que ce soit comme présentateurs ou dans le public. Et donc, c'est pour faire connaître le SAREUS. Donc, si jamais vous avez quoi que ce soit en lien avec vos conditions de travail, besoin d'aide par rapport à ça, n'hésitez jamais à nous joindre. On est là pour ça. Si vous souhaitez organiser des activités aussi avec vos collègues, on a de l'argent pour ça. Donc, d'organiser toutes sortes de soirées de 5 à 7, des choses comme ça. Si vous souhaitez vous impliquer au SAREUS, vous êtes les bienvenus. Et si jamais est-ce qu'il y a des gens qui sont post-doctorants dans la salle, par hasard? Parce que les post-doctorants, ils sont en train peut-être de se joindre au SAREUS. Ils ont exprimé leur intérêt. On s'arrête entre nous, là, mais ils ont exprimé leur intérêt pour se joindre au SAREUS. Puis ça se pourrait qu'ils se joignent à nous dans les prochaines semaines. On est en train d'essayer de les trouver un petit peu partout à l'université. Donc, si jamais il y en a qui connaissent des postdoctorants, n'hésitez pas à nous les référer au SAREUS aussi pour qu'ils puissent avoir des meilleures conditions de travail. Donc, merci beaucoup, puis bonne soirée. Merci beaucoup, Jonathan, pour ton mot. Puis merci pour le soutien du SAREUS depuis plusieurs années maintenant. Grande aide pour Bistro Brain, puis on espère continuer cette collaboration. Maintenant, c'est l'heure de notre troisième présentation, 3 sur 4. Nous allons accueillir Jean-Philippe Burel, qui a un baccalauréat en mathématiques à l'université de Sherbrooke, un doctorat en mathématiques à l'université du Maryland aux États-Unis, complété en 2017, et qui est aujourd'hui un postdoc à l'Institut des hautes études scientifiques en France. Je m'excuse, je fais tout ton CV. Et qui est aujourd'hui professeur de mathématiques à l'université de Sherbrooke depuis 2019. J'avais vraiment... Oui, s'il vous plaît, allez-y, laissez libre cours. Parfait. J'avais vraiment hâte d'entendre cette présentation, puisque aujourd'hui, Jean-Philippe va nous parler du nombre d'or, démystifier le nombre d'or. Jean-Philippe, c'est à toi. Merci beaucoup. Donc, pour commencer rapidement, avez-vous déjà lu le livre Da Vinci Code ou vu le film associé? Peut-être à main levée. Hein. Donc, c'est sorti dans les années 2000. Je me demandais, vous êtes peut-être trop jeune, mais non, ça va, c'est assez populaire. Je pense que c'est à cause de ce livre-là que le nombre d'or est rentré, entre autres, dans la culture populaire. Donc, pour ceux qui ne l'ont peut-être pas lu, dans le livre, il y a toute une intrigue associée avec quelqu'un qui s'est fait assassiner, puis il y a un code autour du cadavre. Puis, le professeur Langdon, qui est un spécialiste en symboles, se fait appeler pour décoder le message et résoudre le meurtre.
Puis, entre autres, dans le message, il y a des nombres 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, les nombres de la suite de Fibonacci. Puis le professeur Langdon se remémore avoir parlé de la suite de Fibonacci puis du nombre d'or à ses étudiants. Puis dans ce livre-là, il parle à ses étudiants aussi de plein d'endroits dans la nature et dans les arts où est-ce que ce nombre un peu magique-là apparaît. Donc la présentation, dans le fond, ça va être essayer de voir qu'est-ce qu'il y a de vrai, qu'est-ce qu'il y a de pas vrai là-dedans, puis est-ce que c'est si mystique que ça, finalement, le nombre d'or. Donc, le nombre d'or, ce que c'est, c'est un nombre, OK? Souvent noté par la lettre grecque phi. Ça s'appelle aussi la proportion divine, ce qui fait que le monde aime bien mettre des noms fancy pour que ça ait l'air encore plus mystique. C'est juste 1 plus racine carrée de 5 divisé par 2. OK? C'est tout. En décimale, 1.618.033, blablabla, c'est un nombre irrationnel, fait qu'il y a une infinité de décimales après les 3 petits points, ça se répète jamais. On peut l'approximer aussi proche qu'on veut, mais on peut jamais savoir, on pourra jamais le mesurer exactement, autre qu'en écrivant la formule 1 plus racine de 5 sur 2, justement. C'est quoi le lien entre la suite de Fibonacci puis le nombre d'or? Bon, déjà, la suite de Fibonacci, qu'est-ce que c'est? Je suis sûr que la plupart de vous le savez déjà. On commence avec 2, 1. Puis pour produire le prochain nombre, on additionne les 2 derniers qu'on a faits. 1 plus 1, ça fait 2. 1 plus 2, ça fait 3. 2 plus 3, ça fait 5. 3 plus 5, ça fait 8, etc. 13, 21, 34, 55, 89. Gardez-les en mémoire. Si vous avez une bonne mémoire, ces nombres-là vont revenir pendant la présentation. C'est quoi le lien avec le nombre d'or? C'est que quand on prend le ratio entre 2 nombres de Fibonacci consécutifs, par exemple, 3 divisé par 2, ça fait 1,5. 5 divisé par 3, 1,666. Plus qu'on va loin dans la suite, plus que le ratio se rapproche de 1.618, blablabla. Déjà, à 89 sur 55, on est vraiment proche. Quand on voit le nombre d'or ou la suite de Fibonacci dans la culture populaire, on voit toujours une spirale. Okay? Tout le monde met des spirales sur toutes. D'où ce qu'elle vient, la spirale? C'est une façon d'illustrer la suite de Fibonacci, en fait. Si on commence avec un petit carré 1 par 1, puis on met un autre carré 1 par 1 à côté, on se rappelle, notre suite de Fibonacci commence avec 1, 1. Puis après, c'est 2. On peut mettre un carré 2 par 2 à côté de ces 2 carrés-là, puis il fit à côté du rectangle. Puis après ça, on peut mettre un carré 1, 2, 3, 3 par 3, 5 par 5, 8 par 8, ainsi de suite. Puis ça fit pour faire une spirale de carrés. Donc, c'est de là que la spirale vient. Puis chaque carré, à mesure qu'on construit cette spirale-là, va être à peu près phi fois plus grand que le carré précédent, vu que le ratio entre 2 nombres de Fibonacci consécutifs se rapproche de 1.618. Puis après ça, la spirale, c'est juste une façon de relier les points qu'on a créés avec ces carrés-là avec des arcs de cercle. Puis ça s'approche de ce qu'on appelle une spirale logarithmique, où est-ce que chaque quart de cercle est à peu près phi plus grand que l'ancien, que le précédent qu'on a créé. Donc, quand on cherche sur Google nombre d'or, suite de Fibonacci, on trouve des images comme ça. La Mona Lisa avec 1 pour 1.618 avec une spirale dessus qui commence sur son nez. Une spirale qui est la queue d'un caméléon dans National Geographic qui parle du nombre d'or et de la suite de Fibonacci. Une spirale placée sur un tournesol avec des graines. Ça n'a pas de l'air de particulièrement bien fitter, mais est-ce que ça devrait fitter ou non? Je ne sais pas. Un chien en position un peu awkward avec une spirale de Fibonacci par-dessus. On peut vraiment trouver n'importe quoi. Le monde aime ça, mettre des spirales sur des dessins. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai là-dedans? C'est ce qu'on va essayer de voir. Dans le livre Da Vinci Code, le premier exemple que le professeur donne à ses étudiants, le professeur Langdon, parle des abeilles. Il dit, si dans une ruche, on compte le nombre d'abeilles femelles, puis on divise ça par le nombre d'abeilles mâles, ça va faire à peu près 1.618. Wow! C'est complètement faux. En fait, dans une ruche, il y a à peu près 95% des abeilles qui sont des femelles. Donc, le ratio, c'est plus comme 19 pour 1, vraiment loin d'être 1.618 pour 1. Par contre, je pense que l'auteur, Dan Brown, avait entendu parler des abeilles puis du nombre d'or. C'est juste qu'il l'a mal raconté dans son livre. Les abeilles mâles ont un seul parent, qui est leur mère. Parce que les œufs non fécondés d'abeilles font toujours des abeilles mâles, tandis que les œufs fécondés font des abeilles femelles. Fait que si on regarde... donc, les abeilles femelles ont 2 parents, mais les abeilles mâles ont un seul parent. Ça fait que les abeilles ont un arbre généalogique un peu fucké. Au lieu d'avoir 2 parents, 4 grands-parents, 8 arrière-grands-parents, 16 arrière-arrière-grands-parents comme nous, si on regarde une abeille mâle, elle a un parent,
qui a, après ça, 2 grands-parents, et après ça, 3 arrière-grands-parents, parce que sa grand-mère a 2 parents, mais son grand-père a juste une mère. Puis à la génération suivante, il y en a 5, puis vous me voyez venir, c'est toujours les mêmes chiffres, 1, 2, 3, 5. Si on regarde les ancêtres d'une abeille, ça suit les nombres de Fibonacci au lieu d'être les exponentielles de 2. Puis, donc, on peut retrouver le nombre d'or en divisant le nombre d'abeilles dans une génération par la suivante, parmi les ancêtres d'une abeille. C'était peut-être trop long à expliquer dans le livre Da Vinci Code, fait qu'il ne l'a pas expliqué comme ça. Un autre exemple qu'il donne, c'est, il dit, si vous mesurez de votre tête jusqu'à vos pieds, puis vous divisez par de votre nombril jusqu'à vos pieds, ça fait le nombre d'or. Ça, il n'y a pas vraiment de raison de penser que c'est vrai. Si je l'ai fait pour moi-même, ça donne à peu près 1,5. Pour d'autres personnes, ça donne 1,7. Pour d'autres personnes, ça donne 1,6. Il n'y a pas de raison de penser que la moyenne, c'est le nombre d'or. Il n'y a pas non plus de raison qu'ils apparaissent là. C'est juste... je pense que je sais quand même pourquoi l'auteur du livre a décidé de mettre ça là. C'est parce qu'il y a un architecte qui s'appelle Le Corbusier qui a créé un système qu'il utilise dans ses œuvres d'architecture qui s'appelle le système modular, qui est illustré ici, où est-ce qu'il y a un bonhomme idéalisé. C'est lui qui a fait le dessin, puis il a décidé que le bonhomme mesurait 6 pieds, la hauteur idéale, on est d'accord, madame? Et son nombril est à exactement 3,707 pieds du sol, ce qui fait que le ratio est exactement 1,618. Mais il l'a designé comme ça. Lui, c'était son bonhomme que lui-même a dessiné pour être comme ça. Puis selon lui, c'était les proportions idéales, puis il désigne ses bâtiments en lien avec ces proportions-là. Donc, par exemple, un bâtiment avec une largeur phi fois plus grande que sa hauteur peut avoir été créé par Monsieur Le Corbusier, mais c'était par exprès, c'était parce que lui, il aimait le nombre d'or. Dans la nature, maintenant, où est-ce qu'on retrouve le nombre d'or? Entre autres, dans la croissance des végétaux. Ici, on a une cocotte. Dans la structure d'une cocotte, on voit des spirales. Il y a des spirales vers la droite, puis des spirales vers la gauche. On va compter les spirales ensemble. Okay? Si on compte les spirales qui vont vers la gauche, oh, c'est quand même petit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 spirales vers la gauche, si vous avez réussi à compter avec moi, qui est un des nombres de Fibonacci. Et les spirales dans l'autre sens, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, le nombre de Fibonacci précédent. Fait que si on divise les deux ensemble, le nombre de Fibonacci 13 par 8, ça fait à peu près le nombre d'or. C'est pas un hasard. Il y a d'autres exemples. Par exemple, ici, le fameux tournesol qu'il y avait dans l'intro avec la spirale dessus. On peut voir des spirales aussi qui vont vers la droite puis vers la gauche dans le tournesol. J'ai compté dans un sens, puis j'ai obtenu 55. Je n'ai pas été assez patient pour compter celle dans l'autre sens, mais ça doit donner à peu près 89. Puis il y a une raison pour ça. Dans le fond, il y a plusieurs principes mathématiques qui font que le nombre d'or est un peu forcé d'apparaître à certains endroits. C'est pas mystérieux. Si je suis une plante, puis que je fais pousser une feuille dans un sens, puis après ça, je tourne pour faire pousser la prochaine feuille, après ça, je tourne pour faire pousser la prochaine feuille. Si je fais une feuille à chaque tiers de tour, ce qui arrive, c'est que après 3 feuilles, je fais une feuille par-dessus la première. Puis là, elle est à l'ombre, puis elle n'est pas contente, parce qu'elle veut avoir du soleil. Puis là, je continue de faire des feuilles par-dessus celles que j'ai déjà faites. Une solution à ce problème-là, c'est de faire des feuilles qui sont à un angle de 1 sur phi, qui fait à peu près 137,5 degrés. Si je fais une feuille à toutes les 137,5 degrés, ce qui arrive, c'est que mes feuilles se superposent le moins possible. La raison pour ça, c'est parce que, déjà, phi, c'est un nombre irrationnel, fait qu'il n'y aura jamais une feuille exactement par-dessus la précédente, mais aussi, c'est comme, il y a une façon de quantifier à quel point un nombre est irrationnel, puis phi, c'est le nombre le plus irrationnel. Fait que c'est la meilleure façon de placer ces feuilles pour qu'ils ne soient jamais trop superposés avant un vraiment long nombre de tours. Puis, si vous trouvez des plantes qui sont simples comme ça, avec une tige puis des feuilles qui poussent autour, il y a bien des chances qu'en mesurant l'angle, ce soit à peu près 137,5 degrés. Il y a des plantes qui utilisent ce truc-là pour vrai. Un autre modèle ici, ça ressemble beaucoup à mes graines de tournesol de tout à l'heure. C'est encore des points qui sont placés à 137,5 degrés les uns des autres, en les éloignant de plus en plus du centre. Puis les graines, leur principe, c'est pas d'avoir le plus de soleil possible quand ils se créent, mais ils partent du milieu. Puis le fait qu'ils veuillent maximiser l'espace, c'est ça qui force la configuration en spirale comme ça.
avec des spirales qu'on pourrait compter vers la gauche puis vers la droite, avec des nombres de Fibonacci, puis le nombre d'or encore qui apparaît dans ce dessin-là et dans le tournesol de tout à l'heure. Pour revenir à la spirale au départ, comme je disais, c'est une spirale qu'on appelle une spirale dorée. Dans la nature, il y a beaucoup de spirales logarithmiques. Une spirale logarithmique, ça veut juste dire que la spirale se ressemble elle-même, que si je zoome sur la spirale c'est encore la même spirale. Ou bien si je dézoome, c'est aussi encore la même spirale. Quand on parle du nombre d'or, on voit souvent justement comme des spirales, des coquillages, des escargots, des galaxies, des ouragans. C'est toutes des spirales logarithmiques. Fait que c'est vrai que ces spirales-là ont une croissance exponentielle. Par contre, la plupart, ce n'est pas des spirales dorées. Okay? J'ai compté de combien, à chaque 90 degrés, une spirale dorée, c'est censé croître par le nombre d'or 1,6. Pour le coquillage-là, j'ai obtenu à peu près 1,4. Pour l'ouragan, j'ai obtenu à peu près 1,2. Fait que ça ne ressemble pas beaucoup au nombre d'or. C'est juste des spirales logarithmiques, finalement. Donc, on devrait dire, ben, les spirales logarithmiques, c'est magique, ça apparaît partout dans la nature. Pas le nombre d'or, c'est magique, ça apparaît partout dans la nature, parce qu'il n'est pas présent dans ces exemples-là. Donc, en conclusion, si j'ai besoin que vous vous rappeliez de quelque chose de ma présentation, c'est que quand le nombre d'or apparaît quelque part, c'est pas un hasard, c'est pas magique, c'est pas mystique. Soit c'est parce qu'il y a un principe mathématique derrière, comme dans un ananas. Si vous achetez un ananas à l'épicerie la prochaine fois, comptez le nombre de spirales dans un sens puis dans l'autre. Ça va probablement être des nombres de Fibonacci, 8, 13, quelque chose comme ça. Comme dans les abeilles, où est-ce qu'à cause du nombre de parents qu'ils ont, forcément, on obtient des nombres de Fibonacci puis le nombre d'or en divisant, ou bien parce qu'un artiste a décidé de le mettre là volontairement. C'est pas juste apparu comme par magie. Donc, voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jean-Philippe, pour la super présentation. Est-ce qu'on a des questions dans la salle? Maintenant, je pense que vous connaissez le principe. Le micro, la main. C'est à vous de choisir. Moi, s'il y en a... Oh, oui, j'en vois une au fond. Oui, excellente question. Donc, la question, c'est est-ce que les nombres de Fibonacci qui apparaissent dans la nature sont là par hasard ou par évolution? Les explications que j'ai essayé de donner, c'est pour expliquer que, justement, il y a des principes qui font que les nombres de Fibonacci sont optimaux pour certaines configurations. Donc, c'est l'évolution, en effet, plus que le hasard. En fait, l'évolution fonctionne un peu par hasard, mais par optimisation. Les graines et les feuilles qui sont placées selon les nombres de Fibonacci et le nombre d'or font des configurations plus efficaces que ceux qui ne le sont pas. Donc, ils finissent par gagner à la guerre de l'évolution. C'est eux qui transmettent leur gène. C'est ce qu'on pense, du moins. Une autre question à gauche. Ouais, au micro, ce sera parfait. Allô? Tu m'entends bien? Oui. OK. Mon cousin, dont je ne dirai pas le nom pour préserver sa dignité, qui est dans la biodynamie, il est dans la biodynamie, donc il part de loin, m'a dit qu'une carte de crédit, si tu mesures sa longueur, sa largeur, c'est le nombre d'or, parce qu'en fait, c'est pour maximiser l'oppression sur les... Tu sais, la puissance du nombre d'or fait que ta carte de crédit, elle va avoir plus de puissance pour te garder... En fait, c'est quoi ta perspective? Est-ce que tu as déjà... J'ai jamais mesuré ma carte de crédit, donc je ne sais pas. Parce que ça existe, il y a des gens qui disent ça sur Internet, en fait. C'est possible que ce soit le nombre d'or, mais encore une fois, ce serait parce que quelqu'un a décidé de le faire comme ça. Justement. C'est possible. Oui, mais pas pour une autre raison que parce qu'il aime le nombre d'or, Ouais, à mon avis. Ou que ça rentre dans une poche, quoi. Oui, exactement. OK. 8,5 par 5,35. Calculatrice. 8,5 divisé par 7,35.
1,6, c'est proche, mais encore une fois, peut-être aussi proche que nombril plancher, tête plancher. J'aurais une autre question pour toi, Jean-Philippe. Oui. C'est quoi la différence? Parce que pour moi, le nombre d'or puis les figures que tu as montrées, ça me rappelle beaucoup les fractales, qui est comme un vieux concept que j'ai vu quand j'étais au lycée il y a vraiment longtemps. Et c'est quoi le lien? Est-ce qu'il y a un lien entre les deux, justement, entre le nombre d'or et les fractales, ou pas? Potentiellement, pas direct. Peut-être la notion d'autosimilarité. Les fractales, c'est le fait que quand on zoome sur une fractale, ça ressemble encore à la même chose que le total ressemblait. C'est du fini-infini. Mais encore une fois, c'est pas le nombre d'or qui a une propriété d'autosimilarité, c'est la spirale logarithmique qu'on peut faire avec n'importe quel nombre, pas juste le nombre d'or. Okay. Le ratio entre une partie de la spirale et la prochaine peut être n'importe quel nombre, pas nécessairement le nombre d'or. Oui, je vois quelqu'un au micro. Ah, attends, est-ce que vous pouvez rallumer le micro? Ouais, c'est bon. On m'entend? OK. Tu dis que c'est un choix des artistes s'il y a le nombre d'or. Est-ce qu'on sait si c'est un choix ou des fois, est-ce que ça peut être que c'est un nombre qui est tellement satisfaisant à travers notre propre évolution qu'on se serait mis à le reproduire sans que ce soit une décision? Est-ce qu'on sait? J'ai entendu parler de ça. J'ai essayé de chercher les études qui ont été faites, justement, de comme montrer à des gens plein de visages différents ou de formes différentes avec le nombre d'or dedans comme ratio. Puis il semblait que ce qui est important, c'est plus de revoir la même proportion à plusieurs endroits dans le dessin pour trouver ça esthétiquement plaisant. Donc si on met le nombre d'or partout, on va avoir le réflexe de trouver ça joli. Mais si on met 1,5 partout, on va aussi trouver ça joli. Ou si on met 1,3 partout, on va aussi trouver ça joli. Donc, je pense pas qu'il y a quelque chose de spécial au nombre d'or. C'est plus avoir une certaine régularité où est-ce que la proportion est toujours la même entre différentes parties d'un dessin. Ça, on trouve ça plaisant de façon esthétique. Mais j'avoue que la recherche est comme mitigée là-dessus. Donc, c'est pas peut-être, mais pas de conclusion forte au niveau des études qui ont été faites. On a le temps pour une dernière question rapide. Je vois une main levée au milieu de la salle devant. Ouais. Parle plus fort, s'il te plaît. On a du mal à t'entendre. OK. Donc, la question, c'est est-ce que, historiquement, il y aurait eu une apparition soudaine de la spirale de Fibonacci? Je n'ai pas étudié particulièrement le niveau, justement, archéologique ou anthropologique, donc je ne sais pas. Si ça existait, je serais surpris et je voudrais essayer d'expliquer pourquoi, mais à ma connaissance, je ne sais pas. Non. Je n'ai pas vu ça dans mes recherches pour la présentation. Super, un grand merci, Jean-Philippe, pour ta présentation, puis super réponse aux questions. Merci beaucoup. On est déjà rendu à notre dernière présentation de la soirée. Moi, je suis assez impressionnée à chaque fois que j'anime de voir comment ça passe vite. J'espère pour vous aussi, du coup. Pour cette dernière présentation, on va tout de suite accueillir Béatrice, qui est candidate à la profession d'ingénieur. Allô, Béatrice, en génie géologique, bachelière en génie géologique de Polytechnique Montréal, et on s'en serait douté, fan de roches et de montagnes, parce que, quand même, pour la géologie, hein, exceptionnelle. Et aujourd'hui, Béatrice va nous parler d'un monument québécois, quand même, Mont-Royal, pas de magma, juste du drama. J'adore le titre. C'est à toi, Béatrice. Bonjour. Donc, aujourd'hui, j'aimerais vous parler de drama. Moi, mon drama, comme pour plusieurs, commence avec Tinder. Donc, il y a une couple d'années, j'étais sur Tinder, je m'en vais sur une date. Puis là, comme d'habitude, tu te présentes, tu sais. Puis là, moi, à l'époque, j'étais encore étudiante. Donc, je lui dis, « Ah ouais, en ce moment, c'est vraiment cool mon cours. Je marche sur le Mont-Royal, je récolte des échantillons, je les analyse, c'est vraiment cool. » Le gars n'a pas l'air trop intéressé. Fait que j'ai dit en joke, « Je sais que le Mont-Royal, c'est pas un volcan, mais c'est quand même cool, tu sais. »
Puis il me dit, non, le Mont-Royal, c'est un volcan. Et là, je suis comme, haha, non, c'est une méconception. Puis là, il m'ostine. Bref, on s'est pas revus. Depuis, le mythe du Mont-Royal volcan est le mythe que je déteste le plus au monde. Donc, pour mettre ça clair, le Mont-Royal n'est pas un volcan. C'est la seule chose que je veux vous retenir. Et dans le fond, je vais quand même vous le démontrer, parce que sinon, ça serait une très, très courte présentation. Donc, qui on interroge quand on veut savoir l'origine d'une montagne ou d'une colline? Quand on veut interroger quelque chose qui s'est passé dans les 80 dernières années, on peut demander à quelqu'un qui était là puis qui a vécu. Quand on veut savoir quelque chose qui s'est passé dans les 8000 dernières années, on a des écrits. Mais qu'est-ce qui se passe quand on veut savoir ce qui s'est passé il y a plus de 10 000 ans? Bien là, c'est là qu'on demande aux roches. Puis là, ben moi, c'est vraiment ma passion, les roches. Mais pour bien les interroger, il faut quand même les connaître. Fait que pour ça, je vais vous ramener un peu en arrière dans votre cours de peut-être secondaire 3 de sciences. Je suis désolée. Et on va se remémorer les roches. Donc, on a 3 types de roches, je sais, restez avec moi. On a les roches ignées, qui sont vraiment issues du magma, donc c'est des roches dures. On a les roches sédimentaires, qui c'est soit des roches ignées, soit des roches métamorphiques, qui vont être érodées, qui vont être réduites en petites poussières, qui vont rester dans un bassin, puis qui vont sédimenter. Donc, ils vont faire des petites couches comme ça, puis elles sont plus fragiles. Ça va être important plus tard, OK? Puis, on a les roches métamorphiques, que ça, c'est les roches funky. Fait que les roches métamorphiques, c'est soit les roches ignées ou sédimentaires qui, sous l'effet de pression ou de chaleur, ils vont se déformer. Fait qu'ils vont avoir des petites curves, comme là, ou ils vont avoir des petits minéraux funky, comme le grenat. Ben là, il y a beaucoup de lumière, fait que vous voyez peut-être pas plus sur l'écran là, mais vous avez comme un gros spot rose. C'est un grenat. Voilà. Mais ce qui nous intéresse, nous, ça va être les roches de magma, donc les roches ignées. Dans les roches ignées, on a 2 autres types. Les roches extrusives ou volcaniques. Donc là, c'est vraiment le magma qui va sortir de la terre. Puis là, bam, il va refroidir soit dans l'eau, soit au contact de l'air, super rapidement. Le fait qu'il refroidit vraiment rapidement, ça va faire des grains très, très petits qu'on ne va pas être capable de voir à l'œil nu. Le contraire, dans les roches intrusives ou plutoniques, ça va être du magma qui va rester dans la terre, qui va chiller, qui va refroidir lentement. Puis ça va devenir des grains très, très gros. Donc, on va pouvoir regarder à l'œil nu. Puis là, peut-être que vous remarquez le granit en haut, puis vous dites « Hey, j'ai déjà vu cette roche-là. » C'est normal, c'est la roche du mont Offord. Fait que si jamais vous allez en date au mont Offord, vous pouvez pointer une roche et dire « Haha, c'est du granit. » C'est très cool. Et aussi, petit détail fort intéressant, il y a des laves plus qu'on dit mafiques ou plus felsiques. Les laves mafiques vont contenir des minéraux comme le magnésium et le fer et vont avoir une texture de sirop d'érable, tandis que les laves felsiques vont avoir une texture plus de beurre de peanut, puis vont être composées de plus de silice. Mais dans tous les cas, je ne vous conseille pas de les manger, c'est peu recommandé. Donc, maintenant qu'on connaît bien les roches, qu'on peut les interroger, et je vous emmène avec moi sur la route Camillien-Wood. Il fait beau, c'est le fun. Fait que là, ce qui est le fun sur le Mont-Royal, c'est qu'on a une grosse paroi rocheuse sur Camillien-Wood et on peut la regarder. Ah! Puis là, ben, malheureusement, Google Maps zoome pas plus que ça. Plate. Fait que vous allez devoir me croire sur parole. Ça, c'est la roche qu'on trouve sur Camillien-Wood. À main levée, est-ce que quelqu'un aurait une idée de ce que c'est, si c'est une roche ignée intrusive, extrusive, volcanique ou pas, selon ce que je vous ai dit? Oui, excellent. C'est effectivement intrusif. Fait que vous pouvez le regarder parce qu'il y a les grains qu'on voit très bien, tandis que les roches volcaniques extrusives, on ne verrait pas les grains. Bon, ben, voilà, tu sais, c'est une roche ignée intrusive, donc c'est pas un volcan. La lave n'a jamais vu la surface. Le dossier est fermé. Fait que là, ben, on est quand même sur le top de Camillien-Wood. On va redescendre. Puis là, c'est quoi ça? On revoit des couches de roches sédimentaires sur le Mont-Royal, qui est supposé être une roche seulement ignée intrusive.
pourquoi est-ce qu'il y aurait une roche sédimentaire sur le Mont-Royal? Est-ce que quelqu'un a une idée? Oui? Oui, bien exactement, en fait. Excellent. En fait, il y a très, très longtemps, bien, avant de vous dire, là, on va revenir très, très en arrière, donc plus loin que votre cours de secondaire 2, secondaire 3 de sciences, puis on va retracer l'histoire de Montréal. Pour ça, on aurait pu utiliser plein de technologies super intéressantes, mais il faut que je me limite à 12 minutes, donc on va passer ça en bref. Et oui, effectivement, donc il y a très longtemps, exactement environ 541 milliers d'années, la région de Montréal était un océan qu'on appelle l'océan Iapetus. Fait qu'on avait une plage turbulente où on avait plein de sorts, plein de graviers qui se sont déposés et ça a fait des grès. À l'époque, on a fait du surf à Montréal, ce qui a été très, très cool. Wouhou! Et ensuite, il y a environ 485 milliers d'années, ben là, ça c'était une mer. Dans le fond, vu que les grès se sont déposés, ben l'eau était moins profonde. Ça a fait une mer turbulente, calme, agitée, pardon. Et ça a fait des couches d'argile et de calcaire. C'est ça qui fait les couches. Dans le fond, quand la mer était plus agitée, il y avait plus de couches d'argile, ou quand elle était plus calme, il y avait plus de couches de calcaire. Fait que ça va faire vraiment comme une épaisseur, un peu comme un gâteau. On aurait pu encore faire du surf, puis maintenant. Et là, on a, il y a 124 milliers d'années, notre cheminée de magma qui va remonter. Fait que là, on a le magma qui remonte, qui va traverser les couches de calcaire et d'argile et de grès, mais qui ne va pas atteindre la surface. Jamais. Donc, c'est pas un volcan, ça n'atteint pas la surface. Ensuite, il y a 20 000 ans, on va avoir une glaciation qu'on appelle la glaciation du Wisconsin. Et on va avoir comme beaucoup d'érosions qui vont être créées par le poids de ce immense glacier qui va traverser Montréal. Et tout ce glacier-là va emporter les roches les plus fragiles, donc les roches sédimentaires. Donc, tout le calcaire va se faire ramasser, sauf un peu de calcaire qui va rester. Wow, c'est vraiment une grosse pression. Et finalement, on a comme le glacier qui se retire, puis ça fait une autre mer qui s'appelle la mer de Champlain, à ne pas confondre avec le lac Champlain, parce que la mer de Champlain n'est plus là. Et aussi, à cause du poids du glacier, le sol s'est enfoncé de 200 mètres. Fait que c'est quand même important, ce qui fait qu'on a une mer. Puis finalement, aujourd'hui, à cause du rétablissement, le sol a remonté de 200 mètres pour atteindre le niveau où il était avant. Le calcaire est parti sur le top, exposant toute la roche intrusive. Puis, on a le beau Mont-Royal qu'on connaît maintenant, que les touristes peuvent profiter. Voilà. Fait que, on aime le Mont-Royal. Fait que, bref, le Mont-Royal, c'est pas un volcan, c'est seulement un moton de magma fret qui traverse des roches sédimentaires. C'est vrai que c'est moins sexy, mais c'est la vérité. Fait que, Puis bref, si vous voulez impressionner votre date Tinder, par contre, ce que vous pouvez lui dire, c'est qu'il y a actually eu du volcanisme au Québec. Il y en a eu beaucoup en Abitibi. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de mines. Il y en a eu dans la fosse de l'Ungava. Il y en a eu dans la fosse de Labrador. Puis il y en a même eu un peu dans les Appalaches. Fait qu'il y en a eu pas mal partout, sauf à Montréal. Mais aussi, si vous voulez vraiment impressionner votre date Tinder, ce que vous pouvez faire, c'est l'écouter, puis peut-être pas remettre en question ses choix universitaires. Voilà. Merci beaucoup, Béatrice, pour cette belle présentation sur la géologie et les bons comportements à adopter en date. Est-ce qu'on aurait des questions dans la salle pour Béatrice? La main levée, ouais, j'en vois une devant. Moi, ce que je me souviens de mon cours au secondaire, c'est qu'on disait que les Montérégiennes étaient des volcans. Il faut parler des Montérégiennes. Non, en fait, les Montérégiennes sont dans la même chaîne de montagnes que le Mont-Royal. Et c'est toute la même chose, c'est tous des motons de magma. En fait, ce qu'on appelle, c'est des roches plutoniques. C'est vraiment cool. Moi, je trouve ça c'est vraiment cool. Ben bon. Restez avec moi, s'il vous plaît. C'est une chambre magmatique qui fait un grand, ce qu'on appelle un plume de lave. Puis de temps en temps, elle laisse aller son plume de lave. Mais comme les plaques tectoniques se déplacent, ben ça fait genre un poump, puis ça se déplace, ça fait un autre poump,
ça se déplace. Puis c'est comme ça que ça a fait toutes les Montérégiennes. Puis les Montérégiennes, il y a le Mont-Royal, mais il y a aussi de Oka jusqu'au Mont Mégantic. Fait qu'il y en a vraiment beaucoup. Puis si tu les regardes sur une carte, ça fait toute une ligne droite. C'est vraiment cool. C'est toutes pas des volcans. D'autres questions? Ouais, une au milieu devant. Est-ce que tu peux répéter la question? Oui. Donc, la question, c'est les Montérégiennes ont tendance à avoir des dépressions au centre. Pourquoi il y a des dépressions au centre si ce n'est pas des volcans? C'est une bonne question. Ça dépend beaucoup de chaque Montérégienne. Il y en a qui ont juste eu des événements qu'on appelle le tectonique, donc beaucoup de secousses de terre où ça a juste effondré. Le Mont-Royal n'a pas de telle dépression. Les autres Montérégiennes, je les connais moins, malheureusement. Mais le Mont Mégantic en a une. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de monde qui pensait que c'était une dépression. Par contre, ça ne fait pas partie des Montérégiennes. Mais pour le Mont Mégantic, c'est vraiment que ça a donné qu'il y a eu des mouvements tectoniques qui ont fait que les roches ont vraiment comme une faille. Ça a fait un genre de cercle. Pour les autres Montérégiennes, je ne pourrais pas te répondre parce que chaque montagne est tellement particulière que c'est difficile de les connaître tous. Mais c'est pas des volcans. On a encore le temps pour une question pour Béatrice. Oui. Oui, c'est toi. Quels sont les gestes que tu poses lorsque tu as un échantillon de roche qui te permet de l'associer au phénomène passé de très longtemps? Quels sont les gestes qui te permettent de l'associer à ces phénomènes-là? Dans le fond, la question, c'est quels sont les gestes qu'on peut faire avec un échantillon de roche pour pouvoir l'associer à l'histoire géologique, pour reconstituer l'histoire géologique. La première, c'est la théorie du recoupement. Et la théorie du recoupement, dans le fond, ça dit juste que si tu as une couche de roche qui en coupe une autre, la couche de roche qui est comme coupante, ça va être la plus récente. À partir de ça, on peut essayer de deviner qu'est-ce qui est arrivé en premier, qu'est-ce qui est arrivé en second. Après ça, mettons, dans les calcaires, on va trouver des fossiles. Les fossiles, on peut les dater parce qu'on sait quel organisme était vivant à quelle époque. Sinon, aussi, on a la datation à l'uranium. Donc, selon comment l'uranium se dégrade, on peut savoir à quelle époque la roche a été formée. Puis une très, très cool, c'est avec le magnétisme. Parce que les roches, en fait, les minéraux, quand ils cristallisent, ils ont l'orientation du nord magnétique du moment où ils ont cristallisé. Fait qu'à cause de ça, on est capable de savoir où était le nord, mettons, magnétique à telle époque. Bien, si c'est dans la même place, on peut dire que la roche a cristallisé en même temps. Fait qu'il y a plein de méthodes, c'est vraiment fascinant. Voilà, c'est tout. C'est une dernière question, parce que je trouve le sujet fascinant aussi. Pourquoi est-ce que la lave, elle sort pas de la terre en fait? Qu'est-ce qui fait que la lave sort pas et que ça fait pas évoluer? Donc, la question, c'est pourquoi est-ce que la lave sort pas? C'est une excellente question. Des fois, c'est juste comme ça. Le jet n'est pas assez fort, c'est trop un peu texture beurre de peanut, comme je l'ai mentionné. Des fois, l'épaisseur de la croûte terrestre est trop grande. Donc, des fois, ça marche juste pas. Un peu comme des dates Tinder, tu sais. Je pense que le cercle est cerclé, la boucle est bouclée. Merci beaucoup, Béatrice, pour cette présentation. Donc, cette dernière présentation sur la géologie, les roches, les cailloux, les volcans, clôture cette soirée Démonte ton mythe de Bistro Brain. J'espère que vous l'avez apprécié autant que nous. On a vraiment eu des belles présentations ce soir. Un grand merci à vous. Applaudissez-vous d'être venus aussi nombreux pour ce premier événement et d'avoir participé autant que vous avez participé aujourd'hui. Merci à vous. On était 122 personnes ce soir. Alors, évidemment, étant notre premier événement, c'est le meilleur nombre de personnes de notre saison 2025-2026. Donc, bravo à vous. Mais c'est quand même... Et applaudissez-vous. Et c'est également au-dessus de notre moyenne de l'année passée, qui est de 113. Donc, on est très contents.
Un grand bravo à tous nos présentateurs, donc à Jonathan, à Margot, à Jean-Philippe et à Béatrice. Une bonne main d'applaudissements pour eux. Et ils nous ont fait voyager dans vraiment beaucoup de domaines différents ce soir. Merci également à tous nos bénévoles ainsi qu'au Boc et Bière qui nous accueillent depuis plusieurs années maintenant. Merci à nos commanditaires, le Remdus, la Feus et le Rotary Club, ainsi qu'au Sareus. Et Jonathan est encore là, je pense que je l'ai vu tout à l'heure. Si jamais vous voulez en apprendre plus sur le Sareus, n'hésitez pas.